Bonjour les amis, on est au Jardin du Luxembourg, c'est juste derrière le Sénat en fait. Voilà, on a des choses à faire aujourd'hui devant le Sénat. Donc un très très beau jardin avec, comme vous voyez, plein de touristes, un plan d'eau, des belles statues. Vraiment un endroit agréable. Alors, le Sénat, il faut savoir que le président, c'est Gérard Larcher. Ça, c'est du pouvoir législatif, hein, comme l'Assemblée nationale. Et ça représente en fait les collectivités territoriales qui élisent leurs représentants. Il y en a 348 sénateurs. Et ils travaillent là, ouais, c'est quand même magnifique. 348 sénateurs. Et alors, on a trouvé, nous, un petit peu de la data. Cette data, elle vient de Challenge, septembre 2014 et puis mai 2018 du Parisien. Donc, voilà, on va vous la sortir un petit peu. On va parler là un petit peu d'argent. Les indemnités parlementaires, par exemple. Il faut savoir que nos sénateurs, hein, il y en a 348. Jamais vous les élirez directement puisque le process est super compliqué en fait au niveau de leur élection. Regardez sur Wikipédia, le truc il fait 2 pages. Qui a le droit de les élire, etc. C'est super complexe. Bien, alors un mot d'explication sur le mode d'élection des sénateurs. Ce n'est pas un système aussi compliqué que cela, il a sa logique. Les sénateurs sont élus par ce qu'on appelle les grands électeurs, qui sont désignés au sein des conseils municipaux de toutes les communes du département. À cela s'ajoutent les députés, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux. Et tout ça, ça forme le collège des grands électeurs, qui est appelé à désigner dans chaque département les sénateurs et sénatrices qui les représenteront à proportion de la population du département. Pour le département qui est le mien, le Nord, il y a 11 sénateurs à désigner sur des listes à la proportionnelle, des listes paritaires. Donc je suis pour ma part, et c'est le cas de mon groupe, favorable à ce qu'une réflexion s'engage sur une modification du système de désignation des électeurs et des sénateurs pour leur donner une surface légitime beaucoup plus large. Mais l'élection est indirecte, oui, mais elle est tout à fait légitime. Nous sommes élus par des gens eux-mêmes élus dans toutes les communes de France. Bref, ils représentent les collectivités territoriales. Alors ces braves gens, ils sont à 5 388 € net par mois. 5 388 € net par mois. Ce qu'on appelle leur indemnité. Alors s'agissant de l'indemnité parlementaire versée à chaque sénateur, et il y a une spécificité en ce qui concerne le groupe dont je suis membre, le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Les élus communistes reversent systématiquement à l'organisation politique dont ils sont membres la part de l'indemnité qui ne leur revient pas et qui fait que le salaire versé aux sénateurs correspond au salaire qu'ils avaient dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement à leur mandat. C'est un principe très original chez nous qui remonte à la Commune de Paris en 1871 et nous avons conservé ce principe. C'est un engagement militant. L'exercice d'un mandat n'est pas une carrière politique. Nous sommes là au service de l'intérêt général et nous appliquons ce principe de reversement systématique au Parti communiste français. Ils ont aussi des frais de mandat, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent dépenser sans fournir de justificatif, grosso modo des frais quoi. Des frais. Et ça, il y en a pour 6 037 € par mois quand même. 6 037 € par mois. Donc on était à 5 388 € pour l'indemnité. Et puis là, on rajoute 6 037 € pour les frais de mandat, sans aucun justificatif à fournir. Alors il y a une deuxième partie dans le versement effectué à chaque sénateur chaque mois. Ça s'appelle l'avance sur les frais de mandat, qui sert effectivement à couvrir les frais d'exercice du mandat. Je pense à la location des bureaux pour la permanence parlementaire en circonscription, les fournitures diverses et variées, les frais de déplacement, les frais d'hébergement éventuels liés à l'exercice du mandat. Et tout cela se fait avec présentation de justificatifs systématiquement. Chaque euro dépensé doit faire l'objet d'un justificatif fourni que l'on inscrit dans un logiciel qui s'appelle Julia, justificatif en ligne des avances. Et nous rendons des comptes en fin d'année. L'argent qui n'est pas dépensé doit être reversé au Sénat en fin d'exercice.
Et tout est clair, tout est transparent, tout est justifié, et c'est tout à fait normal dans la mesure où il s'agit d'argent public. Et puis là-dessus, on va rajouter 7 548 € par mois pour la rémunération de leurs collaborateurs. Alors vous imaginez bien qu'au niveau collaborateur, les gars, ils s'entourent quoi, hein. C'est la famille, les neveux, les filleuls, les enfants des amis, enfin bref, ça se rend des services. Ensuite vient l'enveloppe qui sert à rémunérer les collaborateurs que le sénateur ou la sénatrice peut embaucher pour l'aider dans son travail, dans son activité de parlementaire. En ce qui me concerne, j'en ai trois collaborateurs qui sont en circonscription à Lille. Ils sont effectivement rémunérés avec cette enveloppe. Le sénateur ne perçoit aucun argent sur cette enveloppe-là. Ça sert strictement à rémunérer les collaborateurs en question et qui sont eux-mêmes gérés par l'AGAS, l'association de gestion des assistants de sénateurs, c'est son nom, qui est l'organisme de gestion de surtout les aspects professionnels, médicaux et autres, de ces agents qui sont salariés du sénateur. Ils sont en contrat à durée déterminée, donc pour la durée du mandat, bien sûr. Et cet argent, bien sûr, est aussi tout à fait utilisé en transparence. Alors, il y avait quelque chose de marrant parce que le Parisien avait levé un beau petit lièvre, c'était la garantie obsèque de 36 000 € pour les sénateurs. Et puis une couverture chômage de 3 ans. Ils avaient une couverture chômage de 3 ans. Le Parisien avait sorti ça en mai 2018 et ça avait un petit peu fait un petit peu scandale. Donc apparemment ils ont modifié 2-3 choses. Mais il faut savoir qu'au niveau des pensions de réversion, ils étaient à 60%. À vérifier hein, si ça n'a pas changé. Mais donc c'était à 60% pour les épouses. Mais il faut savoir que quand un sénateur décède, ses enfants ils touchent 10%. Donc la pension de réversion, apparemment, c'est aussi sur les enfants, à 10%. Donc là, honnêtement, on ne comprend pas. C'est une histoire de rente de nobles, voilà, où ils se retrouvent à toucher 10% de l'indemnité parlementaire de leur papa décédé, voilà, qui était sénateur. Ça, vraiment, on est dans n'importe quoi. Et écoutez, on est là, on déambule un petit peu. Il faut savoir que ce très beau parc a une réglementation très stricte. Au niveau de la manif pour tous, il y avait des activistes qui s'étaient baladés avec des t-shirts et tout par ici. Et les gars s'étaient fait attraper comme des merdes, hein, avec des bonnes grosses amendes et tout derrière. Donc en fait là on va pas risquer de choper de l'amende rapport aux gilets jaunes. Donc on va la jouer un peu sournoise. Et on va tout simplement contourner. Et puis sortir les gilets jaunes dès qu'on va être sur la voie publique. Donc voilà, vous êtes toujours avec les gilets jaunes constituants du 91, du 94, du 02, hein, voilà, les gars de Picardie. Voilà. La Provence à l'honneur aujourd'hui. La Provence est montée à Paris, quoi. Voilà. Donc c'est toujours le Sénat, vous voyez, c'est quand même magnifique. Magnifique, c'est gardé par la gendarmerie, voilà, bien équipé, vous voyez. Donc on est en plein cœur du quartier latin, hein. Ici vous avez le théâtre de l'Odéon qui est juste derrière, là, vous voyez. Là-bas c'est le Panthéon, avec la Sorbonne qui est juste derrière. L'ancien bahut de Macron. On est en plein cœur du quartier latin, entre le 5e et le 6e arrondissement. Vous voyez, un bâtiment magnifique. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils ont tout le confort, en fait, les sénateurs à l'intérieur. Et ils ont une cantine, une cafétéria, où ils ont un chef étoilé qui leur mitonne des petits plats pour 16,75 € par repas. Voilà, ils ont aussi une cave à vin. Alors, on ne sait pas pour le prix du repas si le pichet de rouge est inclus ou pas. Mais en tout cas, ils se la mettent bien, quoi. Ils sont bien, voilà. Ils se la mettent bien avec notre argent. Bien, le Sénat comme institution est d'abord et avant tout un lieu de travail, où un gros travail est effectué par l'immense majorité des sénateurs et l'ensemble des administrateurs des commissions dans lesquelles les sénateurs fonctionnent. C'est pas un lieu de villégiature,
Il est dans le 6e arrondissement, c'est l'histoire, c'est ainsi. Marie de Médicis a construit ce palais il y a 4 siècles. Elle ne savait pas que ça deviendrait le Sénat. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le siège du Sénat de la République. Mais encore une fois, c'est un lieu de travail pour l'intérêt général, pour fabriquer la loi. Non pas la loi pour les sénateurs eux-mêmes, mais la loi pour la République, pour notre peuple. C'est la 2e chambre du Parlement. Nous sommes dans un système bicaméral. Et je crois que c'est bien utile, dans ces temps où la République est secouée, d'avoir une chambre qui permette l'équilibre des pouvoirs dans un pouvoir qui tente à se concentrer de plus en plus au sommet de l'État. Alors après, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donnez vos avis. Est-ce que ils sont vraiment utiles au processus démocratique? Est-ce qu'on va les garder ou pas? Je crois que l'actualité récente a montré toute l'utilité du Sénat dans le système institutionnel français, encore une fois un système bicaméral, et l'exemple récent de la décision du bureau du Sénat la semaine dernière de transmettre à la justice l'ensemble des dossiers relatifs à l'affaire dite Benalla, donc M. Benalla, M. Kras, M. Stroda, directeur du cabinet de l'Élysée, et ses 2 autres collaborateurs, Kohler et Lavergne. Je crois que le Sénat a montré son indépendance absolue, son souci de l'équilibre des pouvoirs, sans transgresser le principe de séparation des pouvoirs dans cette République. La justice va pouvoir maintenant instruire, statuer et rendre la loi, puisque c'est son travail, et ça n'est pas la fonction du Sénat. Je crois que la fonction du Sénat a été pleinement respectée dans cet épisode. Je sais pas, en tout cas ça coûte quand même pas mal cher, puisque ça c'est du budget qui est à 323 millions d'euros par an. Donc tous ces braves gens, voilà, nous coûtent 323 millions d'euros par an. Alors oui, la démocratie a un coût, effectivement, mais il faut ramener les choses à leur juste proportion. Le coût du Sénat en tant qu'institution représente une somme de 5 € par an par habitant. C'est le prix de la démocratie. Cet argent doit être utilisé dans toute la transparence qu'il faut. Je n'ai aucune réserve là-dessus. Mais oui, la démocratie a un coût, la démocratie a un prix. Seule une dictature est gratuite. Donc ils sont très bien protégés, comme vous le voyez, avec un double système. À la fois vous avez les grilles du jardin du Luxembourg, et puis vous avez les grilles, voilà, de l'intérieur. Avec les gendarmes en armes, bien sûr, les camions de livraison pour la Boostify, et puis à l'intérieur on voit encore toute la sécurité. Voilà, donc on est au jardin du Luxembourg, on se balade. On voit des belles choses. Et juste derrière, c'est le théâtre de l'Odéon. Théâtre de l'Odéon qui a été construit, si je ne me trompe pas, par Louis XV. Voilà. Et là, qui est-ce qu'on retrouve sur la voie publique? Ne serait-ce pas monsieur Sirius Galactica? Salut les amis. Donc très important, là on va, comme l'a expliqué le camarade, on va se pointer devant l'entrée officielle du palais du Luxembourg, là où siègent nos sénateurs, enfin plutôt nos emplois fictifs. L'activité des sénateurs et sénatrices est tout à fait contrôlable. Vous avez sur le site internet du Sénat tous les comptes rendus des séances, tous les comptes rendus des commissions qui se tiennent chaque semaine et qui produisent beaucoup de travail, beaucoup de rapports, j'en ai parlé. Vous pouvez aussi suivre l'activité détaillée en temps de présence, en nombre d'interventions, en questions écrites, en interventions longues et courtes en hémicycle ou en commission, sur un site qui est une espèce d'observatoire, nossénateurs.fr. Je vous invite à aller le consulter. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous éclairer sur l'activité et la réalité effective du travail des sénateurs et sénatrices dans cette assemblée. Et donc on va leur exprimer un souhait, et le souhait des Gilets jaunes constituants, et je pense d'une bonne partie de la population, c'est d'appeler ces sénateurs et les députés, puisqu'il en faut 2/3, pour procéder au cheminement qui nous mènera à l'article 68 pour la destitution du président de la République. On va lire la lettre devant
Sénat. Tout simplement. En espérant pourquoi pas par miracle qu'un sénateur sort et si on peut avoir une discussion avec lui ou un échange. Donc voilà les amis. C'est simple, c'est symbolique. Mais il faut qu'à un moment donné ils comprennent, les députés et les sénateurs, qu'on ne peut pas continuer dans cette situation. Là on est dans une impasse. Ah non, nous ce qu'on veut c'est clair, destitution du président de la République. Ensuite on a un gouvernement de transition. Donc Monsieur Larcher qui prendra la vacance du pouvoir au niveau de la destitution, il n'aura pas d'autre choix que d'accepter le gouvernement de transition. Et dans ce gouvernement de transition, on aura le processus constituant. Et après le processus constituant, là les citoyens reprendront l'initiative et on aura la mainmise enfin sur notre avenir. Donc c'est ça qui est en jeu. On va y aller. Allez, c'est parti. Ah mais oui, bien sûr. Attends, bouge pas. Voilà. Très important les amis, hein, même si c'est un bâtiment symbolique, on met toujours le gilet jaune, hein, ça c'est une évidence. Alors le petit rappel hein, pour nos amis oligarques, hein, voilà toujours. Voilà. Le petit live, voilà. Oligarque en prison. Le petit live qui va bien puisque les gendarmettes à côté sont déjà en train d'appeler leurs collègues de la police pour procéder à vérification. Voilà, on est sur la VP, tout va bien. Tiens, je te tiens ça. Voilà. Peut-être le sénateur, c'est vrai que c'est un certain âge. Non, voilà les amis, nous ce qu'on veut dans la future France, bah déjà c'est qu'ils dégagent tous, puisque quand on aura repris le processus constituant, dissolution de ces deux assemblées, donc qui dit dissolution de ces deux assemblées, bah c'est pas grave, ils iront à Pôle emploi comme tout le monde, et puis après on les aidera dans une reconversion professionnelle. Évidemment, La campagne plutôt. on va essayer d'y réfléchir. Service civique à la limite. On va essayer d'y réfléchir, et ce bâtiment bah, sera occupé dans l'avenir par des vrais citoyens constituants. Ce que Étienne Chouard appelle des citoyens adultes et pas des enfants électeurs. Voilà. Donc ça, on va en changer la donne, les amis. Très bien. Bon, ça va vibrer. Merci. Ça va vibrer. Donc on va procéder à la lecture de la demande de destitution de notre président. Excusez-moi, madame. On peut se rapprocher juste à vous. À la limite. La dame qui est avec vous, il y a un moment où si vous restez trop là, nous on va pouvoir découvrir l'autre côté de la rue, vous serez pas embêtés. Et là, devant l'entrée du Sénat, ils vont... Si on se met là, de côté. Pas devant. Là, sur le côté, pour le vent en fait, pour la prise son. sur le côté là. Ouais, ça vous va sur le côté? D'accord. Bonjour mesdames, vous êtes sénatrice? Vous êtes sénatrice? Bonjour citoyenne. Non, on peut parler avec vous? Vous avez 5 minutes? Citoyenne sénatrice. Bonjour. Bonjour. Pourquoi alors s'il vous plaît? En fait on veut lire une demande, enfin Oui. on veut lire une lettre qui est destinée à notre président de la République, mais ça doit passer par les sénateurs. C'est la demande de destitution du président par l'article 68. Et comme vous le savez, la Constitution demande qu'il y ait 2/3 de députés et de sénateurs pour lancer la procédure de destitution du président. Donc on est venu la lire symboliquement devant le Sénat. Dans le Sénat. Et vous êtes en live Facebook, hein, en toute honnêteté, on vous dit, vous êtes en live Facebook, Voilà. la tête n'est pas Tout prise. simplement. Ok, ça marche. C'est bon? Oui. Voilà, il n'y a rien de... C'est bien. Pour l'instant, c'est bon, hein, je dirais. Il n'y a aucun problème. On va se mettre là et on va procéder à la lecture. Quoi qu'on peut remarquer que le numéro RIO n'est pas visible. Ah si quand même. Ah si. Les consignes sont passées. Bon, assez de frivolité, revenons au sérieux citoyen. Alors les amis, la lettre est un peu longue, donc je vais donner simplement les grands axes. Voilà, uniquement les grands axes et on va les commenter à la fin. Mesdames et messieurs, citoyens, citoyennes, les gilets jaunes de votre circonscription vous demandent solennellement d'user du pouvoir qui est le vôtre en tant que sénateur de la nation pour lancer au Parlement la procédure de destitution d'Emmanuel Macron, en application de l'article 68 de la Constitution. En vertu de cet article, les parlementaires peuvent en effet se constituer en haute cour et voter la destitution du président de la République en cas de manquement à ses devoirs
manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. En gros, avant c'était le crime de haute trahison qui a été transformé et supprimé il y a quelques années de cela. Très bien. Donc voici ce qu'on reproche à M. Macron et on demande aux sénateurs évidemment d'ouvrir bien grand leurs neurones. Premièrement, le travail de sape contre l'unité nationale. Par exemple, la violation du résultat du référendum alsacien du 7 avril 2013 où les électeurs du Haut-Rhin avaient rejeté à 55% la fusion des deux départements d'Alsace. Et M. le Président de la République était passé en force. La destruction programmée des milliers de communes françaises, qui sont pourtant la base même de l'identité de la France et de sa démocratie locale. Bonjour citoyens. Troisièmement, le musellement en sa faveur des médias audiovisuels du service public. La tentative sans précédent d'imposer une supposée vérité par la loi, en particulier par le vote d'une loi contre le prétendu fake news. On sait ce que ça vaut les amis concernant le sujet des médias de masse. Ensuite, numéro 4, le bradage d'intérêts stratégiques et de services publics à l'étranger. Là aussi c'est un crime de haute trahison vis-à-vis de l'institution, puisque comme vous le savez les amis, notre TGV a été vendu à l'allemand Siemens. Et le choix des fournitures militaires stratégiques à l'étranger, le concours qu'il a apporté à la vente des turbines d'Alstom à General Electric. Donc ça fait une trahison de plus, clairement. Je ne mets pas les doigts dedans. Voilà. Ensuite les amis, numéro 5, le dénigrement incessant du peuple français dès qu'il est en déplacement à l'étranger. Le nombre incroyable d'allusions qu'il a fait aux Gilets jaunes, qu'il a fait au peuple français d'une manière générale, le dénigrement de notre passé, de notre histoire. Tout ça. Une politique visant à éroder constamment notre indépendance nationale. Par exemple, le fait de dissoudre la France dans une Europe fédérale sous domination allemande, par exemple avec le projet de partage avec l'Allemagne du siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais d'où ça sort, c'est que à un moment donné, les amis, il va falloir se réveiller sur ce que fait notre président au niveau international. C'est extrêmement grave tout ce qu'on lui reproche. Bonjour citoyens. Numéro 7. La violation des droits du Parlement et du droit international illustrée notamment par le bombardement de la Syrie en avril 2018. C'est simple les amis, qu'est-ce qui s'est passé en avril 2018? Notre cher président, je vous le rappelle, est censé demander et passer par une version parlementaire, c'est-à-dire qu'il doit consulter l'Assemblée nationale et le Sénat. Il ne l'a pas fait en 2018. Il a permis à nos forces de lancer des missiles qui ont détruit des infrastructures syriennes. Donc ça c'est un crime de haute trahison vis-à-vis de la Constitution. Numéro 8, et ça c'est la dernière, et après on va pouvoir commenter tout ce qu'on a lu les amis. L'attitude guerrière visant à promouvoir un nationalisme continental européen qui menace la paix du monde, notamment au travers des propositions de M. Macron, comme la création d'une armée européenne explicitement destinée à s'opposer à la Chine et à la Russie, et aux États-Unis soi-disant. Alors pensez tous que M. Macron est Young Leaders et tapine pour Washington. Cette déclaration, aussi désavouée par plusieurs gouvernements européens, a provoqué une réaction virulente du président américain qui a rappelé que l'Union européenne est une chasse gardée américaine qui doit surtout payer son écho à l'OTAN. Est-ce qu'on va continuer encore longtemps comme ça les amis? Donc nous ce qu'on proposait aujourd'hui c'est de lire 8, mais on en a relevé 8 mais en vérité il y en a 20. Donc 8 actes de haute trahison. Parle fort parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a de la circulation. Juste essayer de répéter la dernière phrase bien fort. Voilà, parce que amis, les citoyens ils entendent rien. bien. Là. Alors écoutez bien, la 8e, l'attitude guerrière visant à promouvoir un nationalisme continental européen qui menace la paix du monde, c'est-à-dire notre assujettissement à l'OTAN les amis. Il faut que la France sorte de l'OTAN. Et ne serait-ce que ce qu'on fait par rapport à l'international, c'est déjà un crime de haute trahison vis-à-vis de notre Constitution. Donc voilà les amis, on a lu la lettre, clairement. Et maintenant on encourage les sénateurs et les sénatrices qui vont sortir de cet hémicycle à prendre leurs responsabilités pour lancer la procédure de l'article 68 pour la destitution de notre président, que je vous le rappelle, nous, Gilets jaunes constituants, nous l'appelons le président illégitime. Il est illégitime. C'est une question de fond qui est posée. Ce président est-il légitime? Il a été élu démocratiquement, que ça plaise ou pas. Il a été élu dans les circonstances que l'on sait, dans le cadre d'un deuxième tour qu'il opposait au pire à Madame Le Pen, et donc à l'évidence il fallait
sans hésiter barrer la route au pire, mais éviter le pire ne signifie nullement qu'on obtient le meilleur, et la politique que mène M. Macron avec mon groupe, je la combats depuis le début, dans les propositions et l'action qu'on mène ici au Sénat. Donc M. Macron est légitime, oui, mais son assise politique est très étroite, parce qu'il a été clairement élu non pas sur la base de son programme, qui a rassemblé moins de 20% des électeurs inscrits au premier tour, et qui forcément s'est retrouvé élu au second tour, mais en oubliant qu'il a une base étroite, effectivement, politiquement. Il a une assise fragile, d'ailleurs l'actualité le montre bien, qu'il n'y a pas adhésion à son programme, quoi qu'il en dise. Donc il a été légitimement élu, oui, mais la politique qu'il mène est tout à fait contestable, et c'est ce que nous faisons là où nous sommes, avec la force que nous avons. Alors les amis, effectivement il y a beaucoup de vent, c'est très chiant, mais on n'a pas de moyens, donc on n'a pas de micro, on n'a pas de perche, on n'a rien du tout. Donc tendez l'oreille, mettez les écouteurs, ou amenez-nous la prochaine fois un micro convenable. Donc en gros, on va résumer pour ceux qui n'ont pas entendu. Bonjour citoyens, en Et plein malgré- débat démocratique. Malgré les crimes, parce que nous, on a une liste quand même des crimes de Macron qui a failli à sa mission de chef de l'État. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on destitue le président. Bah, quand la haute trahison, c'est comment Bonjour citoyens, est-ce qu'on pourrait avoir un mot s'il vous plaît? C'est l'heure de la gamelle, ils vont manger. Les amis, toute cette petite bande de coquins sénateurs qui sont payés avec nos deniers, hein, je vous le rappelle. Et ils vont aller manger. Ils vont aller manger, et même pas ils s'arrêtent pour parler avec nous. Nous, on leur demande de prendre leurs responsabilités et de lancer la procédure de l'article 68. Incroyable. Voilà. C'est dommage. Bonjour. Ce manque de transparence quand même. Même pas petit bonjour, tu sais. Pas de bonjour. C'est bientôt fini hein, cette institution, monsieur. C'est bientôt terminé, vous inquiétez pas. Bon, comme vous voyez, voilà, l'institution est bien protégée. Ils ont changé les équipes, on avait des gendarmettes, maintenant nous avons des gars sérieux. Bon, vous avez réussi un petit peu à parler avec les sénateurs qui étaient sortis. Disent pas bonjour, et puis ceux qui leur parlent de l'article 68, bonjour, Ah qu'est-ce oui. qui se passe? Ah, t'as C'est senti vrai, un mépris de classe? Ah, ça va, ouais. Entre ceux qui disent. Donc en tant que gueux, ils n'ont pas à nous adresser la parole, quoi. Et Non. voilà. Sachant qu'ils ont 6 000 € par mois de dépenses à faire, avec aucun justificatif à fournir. Donc ça doit être Ah bon bah la gamelle. attends, on a les données là, Ça doit être 6037 € par mois de frais de mandat à dépenser sans fournir de Voilà, c'est justificatif. ça qui est grave les amis, c'est sans fournir de justificatif. Alors que nous, dans le privé, dans le public, simple gueux que nous sommes, on doit tout fournir. Ah bah t'imagines, t'es plombier ou maçon, t'aurais le fisc quand même sur les fesses très rapidement. Est-ce que finalement ce ne sera pas des lois votées pour eux-mêmes? Ah non, C'est là demander. t'es conspirationniste Oh. toi. Ah, mais Attention, les reptiliens ils sont pas loin. Hein. J'aime bien. Voilà, bon bah voilà les amis, vous êtes toujours avec les gilets jaunes constituants du 91, du 94 et puis du 02 devant le Sénat de la République française. Bonjour monsieur. Voilà. Vous pouvez peut-être discuter avec les citoyens qui se sont déplacés. Juste 2 minutes avant la pause déjeuner. Bon appétit citoyens. On a souhaité bon appétit, c'est plutôt sympa. Incroyable, donc il n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'ils sont payés avec nos impôts, mais ils n'ont pas le temps. de Oui, parler. mais on n'a pas pris rendez-vous, Incroyable. on a fait ça à l'arrache. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Une bonne dissolution, ça va vous faire du bien à tous. S'il vous plaît, on aura des questions à poser sur les sénateurs. Non. La dame est sénatrice ou attachée parlementaire C'est une question de couleur de son sac. D'accord. Mais en fait, est-ce qu'il y a des femmes sénatrices? Il y en a quelques-unes, ouais. Ouais. Et il me semble qu'elles sont minoritaires. Mais bon, après, de toute façon. Elles vont à la gamelle comme les hommes, on va dire Ouais, là-dessus. mais c'est ça, bien On sûr. Quel essaierait de mépris de classe. diviser avec du sociétal. Quel mépris de classe. Oui, Vous l'avez oui, vu oui. les amis, quel mépris de classe. Oh non, je veux pas le pont. Ils vont manger, ils n'ont pas le temps, on n'a pas pris rendez-vous. Bonjour citoyens. Un petit peu de temps pour parler là. Bonjour citoyens sénateurs. Bon Il me appétit. semble qu'il y a un seul député de l'Assemblée qui a voté pour. Mais il en faudrait C'est deux tiers entre c'est un député de l'Assemblée et le l'Essonne Sénat. d'ailleurs, c'est un D'accord. député de l'Essonne. Ah oui, effectivement, ouais, Ah absolument. ouais. Je crois que c'est le député d'Étampes. Oui, pas de problème. On va se mettre en face. Bonjour citoyens. On a lu la lettre qu'on voulait lire. Et puis... Voilà, on est en live sur Facebook. Vous avez pu entendre un peu? Pardon? Vous avez pu entendre un peu? Parce qu'il y a des choses qui Les sont internautes pas font directement coucou, hein. les militaires. Ils soutiennent les forces de l'ordre.
Non, simplement, voilà, votre présence ici, comme vous manifestez, vous n'avez pas le droit, donc vous pouvez vous mettre en face. Tout à Vous fait, verrez en d'accord. face. Bon, on va bouger, non? Pas de problème. Ouais, non, on va se mettre en Merci face. beaucoup. Merci, Bon, merci à vous. Merci, bonne journée. passez une bonne journée, citoyens. Bonjour. Bonjour, citoyens sénateurs. Vous avez un peu de temps pour parler aux citoyens? Est-ce que vous avez 5 minutes? Ah, quel dommage. On aurait adoré parler avec vous, citoyens. Les citoyens ont envie de parler avec leurs élus. Et ça, c'est très bien. Eh oui. Et je l'ai fait avec les gilets jaunes chez moi. D'accord. Je pourrais le faire aussi à Paris, non? Bon appétit, citoyens. Mais qu'est-ce qui est... C'est un restaurant ici? Écoutez, mes amis, nous allons suivre le sénateur. Bien voilà, j'ai voulu, avant de m'entretenir avec les gilets jaunes qui m'ont interpellé dans la rue, au sortir du Sénat, avec qui j'ai eu un échange, vous le verrez, de plus de 30 minutes, mais j'ai voulu apporter ces informations complémentaires dans leur préambule, rétablir certaines vérités, sans agressivité aucune, mais juste apporter de l'information pour que le débat démocratique soit mené dans les meilleures conditions qui soient. J'espère que cette contribution sera utile et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais maintenant m'entretenir avec les Gilets jaunes, avec qui j'ai échangé dans le cadre d'un Facebook Live, expérience tout à fait originale que j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous. Bah, je sais pas. En tout cas, il y a des travaux. Alors, Il y a des travaux. alors qu'est-ce qu'on a ici? Chantier interdit au public. Bon, nous on est du public puisqu'on est des gueux. Voilà, donc ça c'est fort. Dis-moi, c'est où la rue de... Non, c'est pas celle-ci. Ouais, on sait pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est peut-être un restaurant le sénateur. Voilà. Bonjour citoyens. On cherche à parler avec des sénateurs. J'en suis un. Oh, bravo. Citoyen gilet jaune constituant. Citoyen Bocquet, sénateur du Nord. Est-ce que vous me donnez l'autorisation de filmer la tête? Ouais, bien sûr. Ok, on y est. Voilà, bah vous êtes en direct sur Facebook. Oui. Les amis, si vous avez des questions pour le citoyen sénateur du Nord, n'hésitez pas à les poser. Parce que nous, on n'en a pas. Allez-y. Eh bien, vous savez pourquoi on est là aujourd'hui, monsieur? Non, mais vous allez me le On dire. vient vous inviter, Oui. vous et vos collègues élus, y compris les députés aussi d'une certaine façon. On vous appelle en fait à lancer la procédure de l'article 68 pour la destitution du président de la République. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît sensé dans l'état actuel des choses? Je suis pas convaincu. Non, vous n'êtes pas Malgré la convaincu? liste des crimes de Macron. Oui, oui, non, mais qu'il faille Du combattre citoyen, la politique, Macron. moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je suis communiste, je suis sénateur communiste. Très bien, très bien, très bien. Donc sa politique, je la combats depuis le début, mais je suis pas convaincu que l'élimination de l'individu changera quoi que ce soit. C'est pas une à la nation, c'est son politique menée. retrait. Son Oui. retrait de la Sa politique. destitution. Sa destitution. Oui, non, mais pourquoi Voilà. pas? Et après, on met qui? On fait quoi? Suite au fait qu'il ait failli à sa mission chef de l'État. S'il est destitué, ce serait M. Larcher qui prendrait la transition sur le temps où... Bah, il applique son programme libéral, ça c'est pas une surprise. Je veux dire, est-ce qu'on peut lui reprocher d'appliquer son programme libéral? Moi, je le combats, son programme libéral. À quoi il s'était engagé? Par contre, ce que nous on À lui quoi reproche, s'était-il engagé, par ce exemple? qu'on lui reproche nous, par contre, c'est son crime de haute trahison Sûr. sur le plan international. Je vous rappelle qu'il est passé en force concernant le bombardement de la Syrie en avril 2018, Absolument. sans l'accord du Parlement et sans l'accord du Sénat. Absolument. C'est un crime de haute trahison vis-à-vis de notre Constitution. Sans l'ONU, On est d'accord. alignement sur Trump. Ouais, ouais. Ça, condamnable, absolument d'accord. Donc, Et son ingérence au Venezuela actuellement? Pareil, c'est du même ordre. Je veux dire, Trump et lui et d'autres s'imaginent qu'ils peuvent gérer le monde sans l'avis des gens et contre l'intérêt des peuples qui doivent s'autodéterminer. Ça va de soi, c'est une règle diplomatique de tout temps qu'il est en train aussi de transgresser. donc là, vous êtes en train de citer deux actes Oui. très forts qui marquent clairement une rupture avec la Constitution française et donc le président devrait être destitué. Est-ce que vous voulez lancer, vous, est-ce que vous en avez déjà discuté avec vos collègues ou en Oui, j'ai interne? même été interpellé par un collectif Gilets jaunes du Nord de Dunkerque. D'accord. C'est d'ailleurs le seul contact que j'ai eu avec eux et je suis content de vous rencontrer parce que, bon, compte tenu du fait que vous ne vouliez pas parler forcément aux politiques. Bon, moi je suis enseignant de formation. Bien sûr que si. Je suis d'abord un enseignant, j'ai enseigné pendant 30 ans. Bon, j'ai arrêté le métier parce que quand je suis devenu sénateur, évidemment, on ne peut pas sérieusement mener de front et un mandat politique national et un mandat et une fonction enseignante. C'est pas incompatible, c'est possible, c'est pas sérieux. Donc arrêtez le enseignement, mon métier c'est enseignant. J'ai enseigné jusqu'en 2010. Voilà, là je suis sénateur du groupe communiste
commission des finances et je dis autre chose. Et mon ambition, c'est de servir l'intérêt général et que l'intérêt général. L'intérêt collectif avant l'intérêt individuel? Absolument, absolument. Ah ça nous cause nous en tant que gilets jaunes. C'est très bien qu'on Absolument. parle commission des finances, Oui. parce que là pour le coup j'aurais une question, cher sénateur. Dans le cadre des finances, comment on peut expliquer qu'entre 80 et 120 milliards d'euros chaque année partent en évasion fiscale? Alors, attendez, je suis l'homme de la situation. Ah. J'ai été rapporteur de 2 commissions d'enquête au Sénat, 2012-2013, sur l'évasion fiscale. 2 commissions d'enquête qui ont duré 6 mois chacune, donc une année de boulot. Et j'ai publié avec mon frère Alain Bocquet, qui était député jusqu'à 2017. D'accord, je me disais bien que... d'accord. Ok. Les frères Bocquet, on a publié un bouquin qui s'appelle Sans domicile fisc et qui s'appuie sur les travaux des commissions d'enquête parlementaires qu'on a faites au Sénat. Sans domicile fisc. Fisc. Ah d'accord. Voilà, le Ok. titre était bien C'est pas choisi mal, pour ça. ça. C'est Voilà. pas mal. Au Cherche Midi, publié en 2016, septembre 2016, et qui nous a occasionné des déplacements nombreux en France depuis lors. On fait des débats partout, on a fait 42, 43 départements, organisé des débats avec la population, des gens comme vous et moi, pour partager les constats qu'on avait pu faire, évidemment avancer des propositions. Donc alors vous dites 80-100 milliards, à l'époque on était entre 60 et 80 milliards d'euros. D'accord. Alors le chiffre est un peu contesté par le gouvernement et je comprends parce que Oui, bien sûr, c'est des exactement- approximations. hein. bah ouais, par définition, s'il y a un registre officiel, on prend les registres officiels. Mais ça correspond exactement au déficit annuel du budget de la France. Et c'est au nom de ce déficit et au nom de la dette qu'on ferme les hôpitaux, qu'on ferme les bureaux de poste, qu'on n'augmente pas les retraites, les salaires, D'accord. qu'on finance pas le logement, etc., etc. Ce qui fait une société civilisée. Oui. On remet en cause les intérêts de la dette et la dette en elle-même. Est-ce qu'il faut la rembourser? Bah est-ce qu'on a signé pour ça nous? Moi, j'ai rien signé pour la dette. Nous non plus les gars. Moi, je vote contre ce budget depuis que je suis au Sénat. Je le combats et j'essaie de démontrer que cette dette n'a plus aucun sens. Un exemple concret. Dans le budget 2018, on a remboursé 42 milliards d'euros d'intérêts aux créanciers qui financent l'État français. Juste en intérêt de la dette. Hein. L'intérêt, hein, d'accord? Vous êtes au courant qu'on ne peut pas connaître nos créanciers Je suis au courant de ça. par une ordonnance de 2014. Parce qu'à chaque fois qu'on va devant la Banque de France et qu'on demande, Oui. personne ne sort que les agents de sécurité. Eh ben, je vous rassure, les parlementaires ont la même réponse. D'accord. Parce qu'on nous explique, parce que, bon, c'est un peu technique, mais il y a le marché primaire. En fait, c'est les banques qui achètent notre dette. C'est ça. Hein, et on se l'achète et c'est de la bonne, hein, la note française. Hein. Mais on se l'arrache. Hein. c'est les mêmes banques qui font la création monétaire, quand même, qui créent notre On a monnaie. privatisé la création de monnaie. D'accord? JP Avant, Morgan, Voilà. le petit groupe de coca. la moitié des détenteurs de notre dette sont étrangers. Mais c'est pas le fait qu'ils soient étrangers qui m'ennuie, c'est le fait qu'ils soient banquiers privés. C'est ça qui Et m'ennuie. qu'on ne peut pas connaître aussi la liste. Voilà. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir des titres de dette française dans les paradis fiscaux. Et vous ne le saurez pas. C'est extraordinaire. Bahamas, Luxembourg, en Suisse. C'est dire. Et le Luxembourg qui n'est même pas considéré comme un paradis fiscal au sein de C'est l'Union européenne. incroyable. Vous êtes d'accord? C'est incroyable. Vous voyez? Alors, je termine la démonstration. 42 milliards d'euros d'intérêts qu'on a payés. C'est comme si la France était en crédit revolving, quoi. Vous voyez? Et on a réemprunté l'an dernier 200 milliards. La même année, on a réemprunté plus de 4 fois ce qu'on a payé en intérêts. Donc ça ne peut jamais s'arrêter. Mais qui fait du business avec la dette française? Ça serait pas Goldman Sachs qui a été... Goldman Sachs, c'est les Voilà. banques françaises y compris. Société Générale, Crédit Agricole. Crédit Agricole, c'est la BNP, c'est les fonds d'investissement, les fonds de pension américains, étrangers, BlackRock. ceux qui ont beaucoup d'argent et qui veulent que leur argent gagne, on rapporte encore plus. C'est aussi C'est simple de que l'usure, ça. c'est le Et veau d'or. Et c'est au nom de ça qu'on endette les États, qu'on a asservi les États. Les États sont esclaves aujourd'hui, des financiers. Alors le pouvoir, moi je vais tranquillement, ici je me bats, mais le pouvoir n'est plus au Parlement. Citoyen Il est sénateur, un peu à faut l'Élysée. pas qu'on se mette juste à l'âme du vent parce que les gars en direct disent qu'on n'entend absolument Ah, rien. ah Rapport. Plein Voilà. courant d'air. Donc cette histoire de dette, c'est une arnaque historique pour moi. Et donc, il suffirait qu'on ne rembourse plus. Ça va faire hurler nos créanciers. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer leurs chars, leurs bombes, ils vont nous envahir. Non, on est d'accord. Mais On est d'accord? citoyen sénateur, Alors, moi, est-ce que je là dis qu'on vous peut faites, rembourser. vous faites le constat que les institutions actuelles arrivent à leurs limites et ne répondent plus finalement à leur rôle primordial qui est d'assurer le bonheur et la sérénité du peuple français? Parce que là, on va vers le système grec. Et c'est peut-être pour ça qu'on est dans la rue, nous d'ailleurs. Mais je ne suis pas étonné. Moi, le fait que vous soyez dans la rue, d'abord, c'est tout à fait légitime. N'est pas étranger à ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Trump. N'est pas étranger à la décision des Britanniques de voter le Brexit. N'est pas étranger à la situation des Grecs qu'on a humiliés au nom de la dette. Voilà, on les a asservis, comme l'ensemble des États du monde.
On a dépossédé les États, alors avec leur complicité plus ou moins, je pense qu'il y a des complicités évidentes. Il y a des complicités en interne, hein, bien évidemment. Depuis 40 ans, on a fait en sorte que les États ne soient plus souverains et maîtres de leur situation et de leur budget et de leur choix. Donc on fait quoi? On change les institutions? On change des institutions, on s'affranchit de la finance. Moi je suis pour qu'on vote une loi de séparation de l'État et de la finance. Comme la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État, aujourd'hui, il faut séparer l'État de la finance. Parce qu'on en est là. Il faut contrôler de force le 5e pouvoir. Il faut contrôler la finance, les banques, système bancaire, redonner la Banque Centrale Européenne. Pourquoi elle n'aurait pas un rôle de financement qui aiderait les États? La BCE a le droit de prêter aux banques et pas aux États. Mais oui, parce que les banques commerciales font du profit. Ils font du profit dans cette histoire de dette. Mais tout est là. La dette, à qui profite la dette? Pas à nous en tout cas. Ni à moi. Elle profite à qui? Ceux qui nous prêtent, nos créanciers, s'arrachent nos titres de dette tous les 15 jours. L'agence France Trésor met les titres de dette française sur le marché, comme on vend des saucissons ou des bérets. On se l'arrache, la dette française, c'est de la bonne. C'est ça qui est extraordinaire. Eh ouais. Et pourquoi elle est bonne? Parce que la France produit chaque année 2100, 2200 milliards d'euros de PIB. Alors même s'il faut faire bosser les gens jusqu'à 65, 70 ans... 80 ans, allez, c'est pas grave. Revenir sur la 5e semaine de congés payés. Fermer les hôpitaux publics. Voilà, allons-y. On peut aller jusqu'au bout. Les Grecs, c'est un peu ça qu'on leur a imposé. Moi, je dis qu'il faut que les peuples, nous, vous, reprennent le pouvoir sur la marche du monde. Nous, ce qu'on voudrait justement, c'est que des députés et des sénateurs portent l'article 68 pour la destitution de Macron, et ensuite Conseil national de transition et écriture d'une constitution citoyenne. Donc on changerait les règles des institutions. Oui, il faut changer les règles, il n'y a pas d'histoire. Mais pour ça, on a besoin de vous. On a besoin de sénateurs. Moi, ce combat, je le mène depuis des années. Qui portent l'article 68, personne ne veut le faire. On se pose, vous êtes quand même bon candidat. Bien, tout ce que vous nous avez dit là, Est-ce que vous-même, vous seriez prêt finalement à aller vers cette procédure? Si c'est l'une des mesures visant à réformer profondément une institution, démocratiser ce pays, oui, si c'est l'une, mais seule, elle réglera rien. Moi, je vous le dis. C'est une des pistes qu'on vous propose. Voilà, c'est une piste. C'est une des pistes. On y réfléchit, on regarde, mais ça ne réglera pas l'ensemble du problème. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas faire croire aux gens qu'en éliminant le numéro 1, le gars de l'Élysée, on va changer la société. On ne veut pas remplacer un coquin par un autre coquin. C'est le système à changer. Citoyens sénateurs. Redonner du pouvoir au Parlement. Alors, citoyens sénateurs, on a une question, parce que finalement, est-ce qu'on est encore en démocratie, puisque maintenant un préfet peut interdire à tout à chacun, sans recours à un avocat, de manifester, donc de limiter le droit fondamental de n'importe quel citoyen? On a des préfets qui s'arrogent des droits de juge. Donc là, on a une confusion entre l'exécutif, le préfet, et puis le judiciaire. Est-ce qu'on est encore en démocratie selon le concept de Montesquieu de la séparation des pouvoirs? Non, là il y a une atteinte claire à les libertés de manifester. Cet après-midi au Sénat, on rediscute de la loi Casseur, là, qui revient chez nous à 14h30. Alors excusez-moi, pour nous, nous appelons ça une loi vichiste ou liberticide. Oui. Mais c'est important de ne pas utiliser le vocable de nos adversaires. Appelez-la comme vous voulez, effectivement. C'est une loi qui attente aux libertés de manifester, liberté démocratique de ce pays, chèrement acquise au fil de l'histoire. Donc évidemment, nous, on va voter contre ce texte, ça va sans dire. Au-delà de toutes les manœuvres que le gouvernement essaie d'avoir ici et là, mais nous c'est clair, notre position est connue, elle sera réaffirmée cet après-midi. On va d'ailleurs déposer une motion d'irrecevabilité qui sera sans doute pas votée, mais au moins on va poser le débat politiquement. Voilà, à l'intérieur de cette maison qu'on appelle le Sénat, on essaie de mener la même bataille que vous. Citoyens sénateurs, il y a beaucoup de gens qui nous demandent votre nom. Je suis Éric Bocquet, sénateur du Nord, élu en 2011, vice-président de la commission des finances, où je m'intéresse beaucoup à ce que je comprends mieux le monde depuis que je suis dans la commission des finances du Sénat. D'accord ? Citoyens sénateurs, oui. Comment on fait à partir de maintenant pour sortir par le haut de cette crise à la fois sociale et constitutionnelle des Gilets jaunes? On fait quoi selon vous? Ne pas lâcher la pression. Vous avez déjà obligé Macron à prendre des décisions qui étaient impossibles la veille. Quand le 11 décembre il a annoncé l'augmentation du revenu de solidarité, des allocations, etc. C'est pas une réaugmentation, mais vous l'avez obligé à faire ça. Le dimanche, Mme Pénicaud expliquait à la radio que c'était pas possible. Le lundi soir, M. Macron explique que ça devient possible. C'est parce qu'il y a eu la pression, c'est parce qu'il y a eu vos manifestations, vos rassemblements. C'est ça qui fait changer les choses. L'histoire avance comme ça. Alors ne lâchez pas la pression, parce que là... On lâche rien. Il paraît qu'il va y avoir des réponses dans quelques jours. J'ai aucune illusion sur le sujet.
Mais vous savez, sur le grand débat, les citoyens, ils veulent plus débattre, ils veulent berner. Oui, et puis ils veulent être entendus, respectés, pris en compte et que des décisions défendant leurs intérêts soient prises. Ils veulent surtout de la démocratie directe maintenant. Je suis entièrement d'accord avec ça. Entièrement d'accord avec ça. Ne lâchez pas la pression. Parce que là, moi, les questions qu'on entend aujourd'hui, on les connaissait il y a 3 mois. Hein. Quand le mouvement a commencé le 17 novembre, il n'y a pas fallu ce débat intéressant, aussi intéressant soit-il, pour savoir ce que les gens voulaient. Justice sociale, justice fiscale, rétablissement de l'ISF, établissement de santé à proximité et la mobilité dans les territoires et la démocratie. Voilà. Les services publics, gardez nos services publics, nos facteurs, nos infirmières, nos services d'urgence, nos pompiers. Nos territoires, ce qui fait nos territoires et la douceur de vivre dans ce beau pays qu'est la France. Et puis, il y a aussi maintenant une volonté de transparence. Quand on voit toutes les magouilles, maintenant avec Internet, tout se sait de façon immédiate et transparente. On n'arrive plus à cacher l'information. Avant, c'était très simple parce que c'était pyramidal. On peut même manipuler l'information. Donc maintenant, avec les lives Facebook, etc., on arrive à parler avec tout le monde, tout se sait. Et donc finalement, on arrive à la fin d'un système où c'est beaucoup plus horizontal, où les gens ont beaucoup plus de place à prendre. On enlève beaucoup d'échelons hiérarchiques, de petits chefs, et finalement, ce que le peuple veut, c'est participer directement, démocratie directe. Légitime. Voilà, à la vie du pays. À la vie du pays. En tout cas, vous êtes toujours avec les Gilets jaunes constituants du 91, 94 et 02, en train d'interviewer le citoyen Bocquet, citoyen sénateur Bocquet. Voilà. Dans l'espoir qu'un jour vous lancez la procédure de destitution par l'article 68. On va réfléchir, si c'est l'un des outils, il y a une caisse à outils à ouvrir, il faut inventer une nouvelle république, c'est clair. Exactement. Force et honneur, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Citoyen sénateur. Merci à vous. Bonne journée. Sénateur, merci. Je vais vous laisser un petit, alors c'est pas un flyer puisqu'il s'agit de la charte des Gilets jaunes de notre rond-point avec au dos la charte politique. Donc effectivement, là vous verrez ce que la base au niveau de notre rond-point. Alors on ne parle pas au nom de tous les ronds-points de l'Essonne, on part juste au niveau du rond-point de la RN20 entre Montlhéry et Lompont. Voilà, ce qu'on a, on a voté à l'unanimité, à main levée. Voilà, vous avez en tout cas une petite vision. Cahier, quoi. Voilà. D'accord, je garde. Moi, quand j'ai vu apparaître l'évasion fiscale sur les banderoles, les pancartes, ça m'a fait plaisir. Des commissions citoyennes pour auditer le travail de tous les élus et les dépenses de tous les élus hauts fonctionnaires. Vous en penseriez quoi? Moi, ça ne me gêne pas, la transparence, je suis entièrement pour. Entièrement pour. Moi, mes déclarations de patrimoine à la préfecture de Lille, accessible à tout le monde, ce qui me va bien. Je gagne le même salaire que ce que je gagnais quand j'étais enseignant à plein temps, 3 200 € par mois. Ça, c'est mon salaire. De sénateur? Oui, parce que le reste, je le verse. Parce que le reste, je le verse à l'organisation politique dont je suis parti, le Parti communiste français. D'accord. Je finance par cotisation la part qui ne me revient pas. Je garde le salaire que j'avais quand j'étais enseignant et ça me va très bien. Je ne suis pas là pour faire carrière, je suis là pour servir l'intérêt général. Vous n'êtes pas monté donc au Sénat pour aller à la gamelle? Ah, pas du tout. Non. Par contre, il y a peut-être des collègues à vous qui... On a certainement, oui. Tout le monde ne reverse pas le... Alors ça, c'est une spécificité des communistes. D'ailleurs, on nous prend parfois pour des fous. C'est une règle chez nous. Ça remonte à l'époque de la Commune de Paris, ça. Ouais, c'est une fierté pour nous. Les élus, à l'époque, les communards reversaient leur cotisation, leur indemnité à l'organisation politique. On a continué ce système-là. Au PC, ça marche comme ça. Tous les élus reversent une partie de leur indemnité, une grosse partie de leur indemnité à l'organisation politique pour la faire vivre. Parce que voilà, il faut des moyens, des locaux, des permanents. Citoyen sénateur, permettez-moi d'être un petit peu taquin. Comme vous avez parlé de la Commune de Paris, Oui. Lors de la Commune de Paris, il y avait des mandats qui étaient impératifs. Ouais. Pour l'instant, et dans la Constitution, c'est interdit d'avoir des mandats impératifs. Ouais. On est plutôt sur du mandat représentatif. Ouais. Est-ce que vous êtes pour l'introduction de mandats impératifs dans la future Constitution que le peuple français va très bientôt écrire? J'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je suis pour que les élus rendent des comptes en permanence. De toute façon, on n'est pas élu pour soi-même, et si on oublie par qui on a été élu et pour qui on est élu, on n'existe plus. Et un jour, on tombe, et ça, c'est les gens qui le décident. C'est toujours les gens qui ont les cartes en main pour dire toi c'est bon, tu continues, toi t'as pas fait ton boulot, tu te barres. Voilà. Donc vous serez pour la révocation finalement immédiate La révocation, c'est d'être battu aux élections.
Oui, mais là, on a une impuissance politique entre deux élections, citoyens, sénateurs. Le gars qui fait pas son boulot, à mon avis, ne sera pas élu. Bah, là, c'est le système actuel. On peut être élu sur des promesses qu'on ne tient pas. En général, c'est ce qui se passe. Parole, parole, Ouais. parole. Alors Bon, il change du monde là-dessus. Justement, s'agissant de la décision de François Hollande de ne plus se présenter en 2017 et de revenir sur la scène politique, vous en pensez quoi finalement alors? Ah, je crois que l'affaire est tranchée. Les gens ont tranché. Enfin, il fait ce qu'il veut, François Hollande, mais sa parole est plus audible. C'est tout. Les gens ont tranché. Moi, je ne comprends pas. Il a le droit de le faire, de faire un bouquin et voilà. Mais peut-être qu'il s'envisage encore une carrière, j'en sais rien. Mais c'est les gens qui décideront. Hein. C'est toujours les gens qui décident, toujours. On ne peut pas aller contre les gens. En Algérie, là, on ne peut pas aller contre les gens. Hein. Que pensez-vous du RIC? En toute Pas matière. forcément sur toutes les questions. Ah, Non. ah, alors il y aurait des questions taboues, peut-être la fiscalité? Non, j'aimerais bien qu'on ne revienne pas sur la peine de mort. Par exemple, l'abolition de la peine de mort, je ne veux pas qu'on revienne là-dessus. Moi. Alors là, par contre, voyez là, quand même, C'est un citoyens acquis, ça. sénateurs, Oui. vous nous faites un petit glissement sémantique, ce qu'on appelle un sophisme, en fait. Parce que grosso modo, vous vous souvenez, vous comme moi, on a eu 14 ans ou 12 ans, et notre papa nous a dit, faut jamais fumer, parce que ceux qui commencent à fumer, ils finissent à se piquer ou à se piquer avec de la morphine ou de l'héroïne. C'était ça quand on avait 12 ans, nos parents nous disaient ça, commence pas à fumer, tous les drogués ont commencé par fumer des cigarettes. Ouais, c'est un peu court. Et ben non, mais c'est un sophisme. Et en fait, justement pour vous montrer que là, c'est un glissement. C'est-à-dire que nous, on parle de RIC, référendum d'initiative citoyenne en toute matière, Ouais. et vous nous dites, vous faites un glissement, comme pour la cigarette, en disant, eh mais ça va finir par l'exécution, Non, mais la je peine de veux mort, dire etc. simplement que toutes les questions ne sont pas à soumettre au RIC. Si des gens, et il y en a en France qui souhaitent le retour de la peine de mort, Oui, mais est-ce qu'ils sont Mais- majoritaires Au moins les questions régaliennes. voilà, le droit à l'avortement, j'aimerais bien qu'on ne revienne pas là-dessus. Mais alors là, c'est du Oui. sociétal. Nous, pour l'instant, Ouais, on est sur du social. On est dans une société. Ce qui on nous peut met pas dehors, faire les c'est le problèmes. social, parce qu'on est en train de mourir. On ne peut pas catégoriser les problèmes. Non, mais alors un Il y a les RIC, droits humains, il y a les droits des matière, femmes. en toute Voilà. matière, avec deux astérisques qui disent pas la peine de mort et pas Oh là l'IVG. là. Et alors là, c'est bon. Mais attendez, citoyens sénateurs, finalement, le peuple, il a ni tort ni raison, il gouverne, non? Le peuple doit s'exprimer en permanence et être entendu en permanence. C'est pas le peuple qui gouverne ici. Donc déjà, bon, on fait il y a l'état des lieux, ça gouverne pas. On gouverne pas, les gars, ça on le savait. Mais dans l'absolu, le peuple, il n'a pas à avoir ni tort ni raison, simplement de gouverner. S'ils se trompent, Dans la le peuple vision se de la trompe. démocratie, de la République. Non, mais la démocratie, c'est le débat où tout le monde a la parole, où tous les avis sont entendus, et après on se forge une opinion. Et l'opinion du peuple, elle est souveraine, en toutes circonstances. Alors est-ce que vous pensez que le régime représentatif, finalement, il doit être annulé quoi? Non, je ne suis pas convaincu de ça. Moi, Qu'il je y ait pense des un mix des élus, deux. représentants d'un mouvement, représentants du peuple, qui rendent des comptes en permanence, qui ne sont pas là pour s'enrichir, qui écoutent les gens, qui rendent des comptes de leur action, ça peut fonctionner. Ça Mais peut fonctionner. comment rendre Si des on respecte comptes en le Sénat, permanence? Ça peut fonctionner. Comment rendre des comptes en permanence? Bah, des réunions, comme il se passe en ce moment, le grand débat, des communications, des sites internet. Mais le grand débat, il n'est pas du tout impératif. Macron, il l'a dit au départ. Ce que vous allez décider, les gars, moi, je m'en fous. Le grand débat, non, mais d'accord, mais il a eu lieu parce que vous avez agi. Ouais, Il n'aurait jamais eu lieu. Il n'était pas prévu qu'il ait lieu. ouais. Il n'était pas prévu qu'il ait lieu. C'est pas écrit. Au mois de novembre, Macron ne savait pas comment s'en sortir. Parce que c'est pas Il a une loi inventé de ce faire grand campagne. débat pour essayer de gagner un peu de temps, pour essayer au bout. Mais là, l'heure de la réponse approche. J'ai pas d'illusion. Ouais, nous non plus. Parce que quand il va venir Nous non après, plus. Il a dit bon, on parle pas des salaires, on parle pas des pensions, on revient pas sur l'ISF et on ne revient pas sur les décisions qu'on a prises depuis 18 mois tellement elles sont bonnes. Après, messieurs, on débat et mesdames. Mais on débat de rien du tout. Donc, le débat était confiné à ça. Et puis il a redécouvert l'utilité des maires. Ouais, ah bah là, comme il par a hasard. redécouvert les corps intermédiaires. Ah, parce que jusque-là, il n'en voulait pas. Moi, Macron vertical, Jupiter, je détiens la vérité et vous allez voir, je vais réformer la France, ça va être merveilleux. J'ai réussi à casser la SNCF, les autres n'ont pas réussi. Là, alors là, il a cru qu'il marchait sur l'eau. Macron a cru qu'il marchait sur l'eau, qu'il pouvait tout se permettre. Puis crac, 17 novembre, gilet jaune. Il se passe un truc, grain de sable. La machine s'enraye. Il perd pied, il panique, il ne sait pas comment faire, parce que la nouveauté, le nouveau monde, oui, c'est une chose, mais il y a l'histoire, il y a la mémoire, il y a les pratiques, il y a la démocratie, il y a la République. Ça veut dire quelque chose. Et là, il est un peu emmerdé. Il ne sait pas comment il va atterrir dans 8 jours. Il ne sait pas comment il va atterrir. Je pense que lui-même ne le sait pas. Qu'est-ce qu'on va proposer? Vous avez un conseil pour lui? D'écouter la parole de tout ce qui a été dit dans ces 2 mois de débat là. Justice sociale, justice fiscale, rétablir l'ISF,
démocratie, service public de proximité. S'il répond à ces 5 trucs-là, on aura bien avancé. Citoyen J'ai des sénateur, J'ai des doutes. l'ISF, c'est quoi? C'est 3 milliards d'euros par an? C'était 5 milliards d'euros. Il a ramené ça à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui ramène un 2 ou un 3. Bref, on a perdu 4 milliards. Qui taxe plus d'ailleurs la petite bourgeoisie plutôt que les grands riches. Impôt sur le patrimoine. Oui. Quelqu'un qui hérite d'un patrimoine à 500 000 euros et qui a 4 000 euros par mois, il ne peut pas payer de Oui, l'ISF. non, mais on est d'accord. Enfin, Oui. Donc Mais c'est encore une manière de prendre l'ISF, les c'est petits... 358 000 foyers fiscaux. Hein, on est 40 millions de contribuables en France. 356 000 assujettis à l'ISF, qui cumulés détiennent un patrimoine de 1048 milliards. Mais 3 fois le budget de la France. Mais Il ne faut pas payer un peu ces gens-là? Mais citoyen, est-ce que c'est pas un faux débat l'ISF quand on sait que C'est une partie de la réponse. Mais c'est pas avant tout la dette? C'est pas avant tout l'évasion fiscale? Et le S de l'ISF, S c'est solidarité. Une société c'est de la solidarité. Oui, mais là on parlait juste avant de la dette, des intérêts de la dette. Ça me permet demain à tout le monde d'aller à l'hôpital. Vous voyez? Mais dans l'Essonne, nous on est à 95% en désert médical maintenant. Oui, je sais. C'est intolérable. C'est absolument intolérable. Ils vont fermer 4 hôpitaux supplémentaires et derrière ils vont en ouvrir un. Donc ils vont fermer 1300 lits pour en ouvrir un avec 400 lits. Et derrière, on sait très bien que ça va être des cliniques privées. Vous parlez à un gars du Nord qui sait ce que c'est que la désertification rurale, dans le Cambrésis, dans l'Avesnois, croyez-moi, on sait ce que c'est. Ça douille, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de services publics, il n'y a pas de transport, il y a un hôpital à Cambrai et un hôpital à Maubeuge, pour 2 arrondissements qui comptent 250 000 habitants chacun. Vous voyez? C'est ça la réalité du Nord. Alors on n'est pas pire que les autres, on est comme les autres. Voilà, et le taux de pauvreté et l'espérance de vie dans le Nord, c'est la plus faible de la France. C'est la plus faible. On a tous les voyants rouges en termes de maladies cardiaques, enfin cardiovasculaires, cancer, voies respiratoires, etc., etc. L'obésité, on a tout. On cumule tous les handicaps. Alors, je sais ce que c'est que les déserts médicaux, je sais ce que c'est que l'inégalité sociale, que l'injustice, mais on a aussi quelques milliardaires qui échappent à l'impôt parce qu'ils vont en Belgique. Voilà, on a tout. On est comme la France, quoi, vous voyez. Ça, ce combat, c'est le moteur de ma vie. Citoyen, merci de cette franchise en tout cas. Citoyen sénateur, juste permettez-moi de revenir. Vous parliez de l'ISF, on était à 4 ou 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. Par rapport aux 42,1 milliards d'euros des remboursements des intérêts de la dette qu'on a payé en 2018, et en 2018, ça va être certainement encore plus. Est-ce que là, il n'y a pas une priorité, c'est les intérêts de la dette? Je suis entièrement d'accord avec ça. Alors pourquoi on parle de l'ISF sans parler des intérêts de la dette? C'est un signal que Macron a donné en arrivant. La première décision qu'il ait prise, je supprime l'ISF. Est-ce que vraiment il y avait de la panique chez les assujettis à l'ISF? Et en même temps, il augmente la CSG pour les retraités. Les retraités à 800, 900, 950 euros par mois. Minimum vieillesse, ouais. Ah, ils vivent pas, ils ont travaillé toute leur vie comme des merdes et là ils sont... centaines d'euros à des foyers de retraités et en même temps supprimer l'ISF. Si ça c'est pas un signal de président des riches, il faut m'expliquer le contraire. Des ultra riches. Des ultra riches si vous voulez. Je mets ça dans le même sac. On ne se fait pas les défenseurs de l'ISF, mais on remarque juste que la priorité c'est d'abord les 44 milliards, ça représente plus que les 5,2 milliards. Et l'évasion fiscale, on s'y attaque pas? Entre 80 milliards, entre 60 et 80. Voire plus, voire 150. Le syndicat des finances publiques parlait de 100 milliards. Il y a un rapport sorti au Parlement européen il y a 4-5 semaines pour le groupe PS du Parlement européen qui faisait un chiffrage à 117 milliards pour la France. Vous voyez? Pas mal là. Donc on va dire qu'on est à 100. Donc 100 c'est supérieur au déficit annuel de la France. Oui, il y a plusieurs batailles à mener et l'une n'excluant pas l'autre. L'ISF faut rétablir. Progressivité de l'impôt, il faut y aller, il faut élargir. On a 5 tranches aujourd'hui. On avait 14 tranches en 1986. Vous voyez, on a perdu la progressivité. La tranche maxi, c'est 45%. Roosevelt, dans les années 30, il a mis une tranche d'impôt à 92%. Il s'est fait huer par les multinationales et les grandes banques américaines. Et ça a permis aux États-Unis de devenir la première puissance économique du monde. Et c'est Clinton qui a mis fin à ça, et il l'a regretté après coup, il paraît. Mais donc, progressivité de l'impôt, l'ISF, l'évasion fiscale, la dette, effectivement, il faut régler ça. Bah, on voit clair, hein, si on et la suppression des taxes, citoyens sénateurs, et la suppression des taxes et de la TVA sur les produits de première nécessité. C'est une évidence. C'est une évidence, bien sûr. L'eau, la nourriture, les transports... L'essence. Tout ce qui fait... oui, il y a plus de taxes que de prix de carburant, que de prix de pétrole dans le litre d'essence qu'on achète. Voilà. D'accord. Le CPE, c'était le déclencheur de la crise. C'était que le déclencheur, la goutte d'essence qui a fait déborder le vase, quoi. Hein, ça a commencé comme ça. La baisse
la baisse du train de vie de l'État, des élus et des hauts fonctionnaires à l'image des pays scandinaves. Je suis d'accord. Je me l'applique déjà. J'ai pas de train de vie, moi. J'ai le même niveau de vie que quand j'étais enseignant il y a 10 ans. La séparation, va bien. la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt. Excellente idée. La fin de la... signe dès demain. La reprise... Hollande devait le faire, il n'a pas fait. Ouais. Il a dit qu'il allait le faire le 20 janvier 2012 à Bourget. Il a eu un discours remarquable que j'aurais pu signer dès demain. Hein, mon adversaire, c'est le monde de la finance, et puis 3 mois après, il s'est couché. On lui a expliqué, dis donc, mon grand, on n'oublie pas que les banques, c'est nous qui payons ta dette. Hein. Alors, excusez-moi, monsieur. Et sa campagne politique, puisqu'il a été financé par Henri de Castries à l'époque. Oui, ben voilà, c'est toujours les les forces d'argent, monsieur Bolloré, monsieur Bouygues. Voilà. Citoyens sénateurs, comme vous êtes un petit peu taquin avec nous, on est encore plus. On voudrait vous parler. La France, c'est les Gaulois réfractaires, ça. On voudrait vous parler de la mainmise oligarchique sur le 4e pouvoir, donc sur les médias. On avait une petite proposition au niveau de notre rond-point. Hein. Nous, vous savez, on est des pieds de poule, hein. On est des gueux, des gens de rien. Des citoyens. Les gens qui traînent dans les gares. Voilà. Gueux, c'était le discours des monarques. Maintenant, les va-nu-pieds. En tout cas, le citoyen Macron, depuis 1789. Le citoyen Macron nous considère comme moins que des gueux. Mais en tout cas, des moins que rien. On avait une petite idée là-dessus. C'était la reprise des médias, télévision, radio et presse. La reprise des médias par leurs salariés sous forme de coopérative afin de permettre une véritable indépendance du 4e pouvoir et que les journalistes puissent enfin appliquer la charte de Munich, la charte de 1971 sur les droits et devoirs de tout journaliste. Parce qu'effectivement, les pauvres, j'allais dire les pauvres, 70% des embauches au niveau du journalisme actuellement, c'est des CDD ou de la pige. Donc comment porter une voix indépendante, honnête, quand on a peur de perdre tout simplement, ne pas avoir son contrat renouvelé et qu'on a les crédits, les loyers, etc. Les médias français, c'est détenus par 8 ou 9 milliardaires. On était à 9, Rothschild, 8 ou 9, Rothschild, Patrick Drahi, M. Martin Bouygues, Lagardère, Bolloré. C'est d'ailleurs curieux parce que ces gens... Et le groupe Bertelsmann pour M6 RTL, voilà, pas mal. Parce que ces gens ont beaucoup d'argent et il n'y a aucun journal qui est bénéficié en France. Alors, il faut qu'on m'explique comment ces gens-là, qui sont soucieux de gagner de l'argent sans arrêt, investissent dans des trucs qui ne rapportent pas. C'est peut-être pour créer de l'opinion avec les instituts de sondage. Évidemment. Vu qu'ils sont aussi possédés par les mêmes. Produire de l'idée, produire de l'idée, du consentement, comme produire de la pensée unique. Dans cette transition, est-ce qu'il serait envisageable pendant cette transition, pour pouvoir permettre de rendre les médias aux journalistes, est-ce que ce serait possible de nationaliser? Moi, je suis pour. Donc pendant une période, juste pendant une transition. Et que le service public et les moyens, déjà on a un service public qui résiste encore un peu, qui n'est pas au top, mais qui lui donne les moyens de son indépendance, de sa liberté et de sa créativité. Mais attendez, oui, mais ça, la présidente de France Télévisions touche 400 000 € bruts par an. Est-ce que vous trouvez ça concevable et éthiquement acceptable? 400 000 €, ça me paraît pas beaucoup. 400 000 € bruts par an. La présidente de France Télévisions, comme salaire. Oui, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, avec notre redevance. Hein, voilà, c'est largement excessif, c'est supérieur 2,5 fois à ce que touche le président de la Cour des comptes. Est-ce que vous trouvez ça pour du service public normal? Non, c'est pas normal. Est-ce que vous pensez qu'un audit permanent de ces dépenses par des commissions mixtes à la fois de personnalités plébiscitées et de citoyens tirés au sort, est-ce que vous pensez que ça serait une façon élégante et efficace de pouvoir contrôler ces excès? Dans le bon sens, oui. Et puis moi je me bats aussi, puisqu'on parle de la presse, pour faire vivre un journal qui s'appelle l'Humanité, qui a de grosses difficultés financières, qui est menacé de disparition. Donc je me bats depuis des années avec plein d'autres. Il y a du soutien, donc il faut que ce journal puisse vivre et exprimer la voix que je porte avec d'autres. Ça fait partie du paysage aussi de la presse française, les journaux qui crèvent. Il n'y a pas que La Croix, difficultés aussi. Même les grands journaux ont des difficultés. Une dernière... Et nous, on n'est pas adossé à un groupe capitaliste, donc on se démerde. Une dernière question, citoyen sénateur. Oui. Est-ce qu'on peut parler de démocratie sans souveraineté, vu que 85% de nos lois sont des lois européennes ou des lois découlant de traités internationaux? Grosso modo, nous on demande la fin de la primauté du droit international et européen sur le droit français. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je suis pour une Europe qui respecte les souverainetés, une Europe des coopérations mutuellement avantageuses, mais pas une Europe qui n'est pas élue par les commissaires bruxellois, sont élus par personne. Hein. Exactement. Ils sont nommés. Et nommés par qui? Par des lobbyistes? Par Macron, par les une Europe des nations.
Une Europe des peuples souverains, libres et qui travaillent en coopération pour créer du ferroviaire, voilà, qu'on développe l'Internet dans le continent européen, qu'on évite les déserts médicaux, enfin bref. Le glyphosate, la pauvreté, les inégalités. L'Europe est à l'image de la France. Hein. Donc, bon, on va vous offrir un gilet jaune, je crois. Hein. Bah, j'en ai un dans la valise. Est-ce que vous serez d'accord pour nous accompagner au niveau de notre prochaine opération sur la banque Rothschild ou la banque Lazare? Je sais pas où c'est quand, j'en sais rien, c'est disponible, pourquoi pas. Bah écoutez, c'est bien, on va échanger les coordonnées et puis on va vous inviter pour notre prochaine opération alors, la semaine prochaine. Sur le site du Sénat. Ouais, e.bokeh@sénat. Ouais. D'accord. Je vous enverrai un mail pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Je vous connaissais pas, enchanté. Écoutez, moi je suis content d'avoir parlé. Citoyens sénateurs, merci de votre temps. De rien. Merci monsieur Bokeh. Bon courage. Et je vais vous dire un dernier truc. Darmanin a annoncé la création en septembre dernier d'un observatoire de la fraude fiscale. Vous avez entendu parler de ça un peu? Et donc septembre, là il annonce ça. Et puis il y a quelques semaines, on l'a auditionné à la commission des... le 21 février. Et il nous explique que l'observatoire n'est pas mis encore en place parce qu'on n'a pas trouvé de président. Alors j'ai levé la main sous le ton de la boutade à la fin de la réunion en disant « Monsieur le ministre, je suis candidat ». Voilà. Et ça s'est arrêté là, c'était de la boutade. Et la semaine dernière, dans les Échos de lundi, il y a eu un article qui reprend le sujet et qui explique que l'observatoire n'est pas constitué parce qu'on n'a pas trouvé de président. J'ai vraiment du mal à croire à ça. Donc j'ai fait un courrier à Darmanin. Ouais. J'ai fait un courrier à Darmanin pour dire « Je suis candidat ». J'ai mis ça sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Le soir à 21h, le ministre Darmanin me faisait un tweet. Il a fait un tweet en disant « Excellente idée, monsieur Bokeh. Je connais votre engagement dans la lutte contre la fraude fiscale. Rencontrons-nous pour en discuter. » Eh bien, chose faite, jeudi après-midi à 15h30, j'ai rendez-vous à Bercy avec le ministre Darmanin pour échanger sur le sujet. Alors pourquoi pas, mais je n'irai pas à n'importe quelle condition. Je vais poser mes conditions. Voilà. Pour une étape de plus dans ce combat que je mène depuis maintenant. Et ben on suivra ça de près. Donc vous saurez, voilà, il y aura de la communication à ce moment-là, mais pour l'instant, je vais remettre mon cahier de doléances au ministre sur le sujet, mon cahier des charges. Citoyens sénateurs, vous y croyez, franchement, vous y croyez encore à ce système représentatif? Vous essayez de le changer de l'intérieur? Ou est-ce qu'il faut tout mettre à plat là? Il faut faire les deux. Moi, à l'intérieur, je mène le même combat que vous, mais dans la société, il faut pousser pour changer les institutions, remettre la place de la démocratie, du citoyen dans tout ça. Les deux combats ne s'opposent pas, ils se complètent. Merci, citoyen sénateur. C'est quoi votre nom, vous? Citoyen Mishka, regardez. Ah. Ok, très bien. Bon les amis, vous étiez avec les Gilets jaunes constituants du 91, du 92, du 02 et du 80 et du 94. Voilà. Voilà. Bon, à très bientôt pour une autre opération tout à l'heure. Ça va être du croustillant. Là, on a eu de la chance et on était devant le Sénat avec un sénateur qui a accepté d'échanger avec nous. Voilà. Bonne journée à tous et puis à tout à l'heure surtout. Voilà, à bientôt.